La meilleure musique. La meilleure musique. Les meilleurs DJ. Les meilleurs DJ. La crème des animateurs. La crème. Tous dans une même radio. Bouge Radio. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Sur la bande. Sur la bande. Sur la bande. Avec Sébastien Gadouri et Zachary Léveillé. Bonjour Zach, comment ça va? Hey, salut mon Seb, toi comment ça va? Après 1h30 dans les coulisses, t'es enfin de retour devant la caméra? Ouais, hier on a un podcast avec Rob Trump, c'était vraiment intéressant. Pour ceux qui comprennent l'anglais, moi je suis vraiment pourri. J'ai écouté, Renaud fait des extraits avec les sous-titres en français, c'est vraiment intéressant. Okay, finalement, tu te découvres en même temps que tout le monde dans le podcast. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment... Toi, comment ça va, un deuxième podcast en 2 jours? Ah, moi, ben correct. Les deux invités vont être... Attends, je vais essayer d'utiliser un beau langage parce qu'on a quelqu'un d'important. Mais les deux invités sont très importants et j'espère que ça va bien aller ce soir. Ouais. Hier, je ne sais pas que ça n'a pas bien allé, mais ça parlait vite. Moi, quand ça parle vite en anglais, je comprends 75%. Fait que 25%, j'ai rien compris. OK. Fait qu'au moins, t'étais moins peu que moi. Ouais, c'est un beau défi. Là, petite précision à nos auditeurs, ça a été parlé avant le show. Ne pensez pas qu'on est mal... c'est quoi j'avais dit tantôt? Mal élevé. Ouais, mal élevé. C'est juste que ça facilite le tout. Mario, l'invité de ce soir, nous a autorisé à le tutoyer. C'est ça. Ouais, c'est bon. Ça va faciliter le tout. Parce que des fois, c'est ça. Non, c'est bien parfait. Fait qu'on lance tout de suite la mise au jeu. Yes, sir. Bien sûr. Mise au jeu. Are you ready? Bonjour Mario, ça va bien? Ça va très bien vous-même. Yes, oui, ça va super bien. Good. Pour la première fois, le nom de notre podcast est Sur la bande, mais aujourd'hui, ça va être aussi sur la ligne de côté. Vous allez comprendre tantôt, mais qu'on soit rendu à la louette. Parfait. Est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation, s'il vous plaît? De vous-même. Oh, de moi-même, je pensais que c'était une vidéo. Oui, ben écoute, Mario Cicchini, donc commissaire de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec depuis le 8 mai. Alors, on est en direct le 15 mai, donc j'ai terminé, après votre podcast, je vais terminer ma 6e journée de travail officiel avec la Ligue. Ben, auparavant, ça a été, vous le savez pour le moment, 3 ans avec les Alouettes de Montréal comme président dans un contexte excessivement particulier
En tout cas, changement de propriétaire, pandémie, saison écourtée et grève. Toutes des choses qui normalement arrivent une fois par 50 ans. Là, ça s'est tout passé en 3 ans et demi. Et puis avant ça, ben, j'ai essentiellement trouvé ça très, très court. Ça a été 35 ans de carrière dans les médias. OK. Donc, radio et télévision, d'à peu près tous les domaines. J'ai travaillé avec Télémédia et Chorus. J'ai président des stations de radio à travers le Canada. Alors, j'ai eu ce beau privilège-là de travailler avec des gens extraordinaires un peu partout en communication. Parfait, parfait. Est-ce que pour une dernière fois, vous pouvez répéter votre nom de famille? Parce que Seb va tellement essayer de le dire des autres podcasts pour annoncer. Juste une dernière fois, s'il vous plaît. Alors, Cecchini. Mario Cecchini. Alors, il faut penser à Cecchini. Simple bon, comme merci. ça. C'est bon. OK, on peut lancer notre premier segment C'est autour pour du ça que tu filet. disais, Seb. Hein? C'est quoi? Cecchini, c'est pas ça que tu disais. Non, c'est pas ça que je dis. Tour du filet. OK, Yes. fait que il en a parlé un peu. J'en ai parlé aussi avec ma blague de ligne de côté. Si vous ne l'avez pas trouvé drôle, c'est mon problème. Mais bon, janvier 2020, nommé président des Alouettes de Montréal. Première saison annulée. Une déception certaine. Est-ce que le fan en vous était plus déçu que le président ou vice-versa? Ben, je pense que les deux de façon égale, mais quand tu es président, en fait, la façon comme moi j'opère, puis même si je suis pas président du hockey avec la LHJMQ, je suis pas président d'un club, mais je vais toujours avoir les fans en tête. Fait que je te dirais que en pensant comme fan et aux fans, le président est doublement déçu. Parce que c'est vraiment, je veux dire, on a beau se compter un paquet de choses, mais il n'y a pas de fans, il n'y a pas de ligue, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas d'engouement. On a vu en fin de semaine à Québec comment 18 259 personnes, ça fait une différence dans un amphithéâtre, c'est extraordinaire. Alors oui, je pense que le président était doublement déçu, puis le fan était juste frustré, disons ça comme ça. Vous avez parlé de Québec en 18 minutes. Je pense que tout ça, en tout cas, le 5e match a été vendu, les billets en 18 minutes. Oui, le match 5, 18 000 billets. Écoute, ça tombe bien. C'est 1000 billets à la minute. Alors, c'est parti. C'est vraiment incroyable, cet engouement-là. Et le show est extraordinaire. L'ambiance est extraordinaire. Le fait que c'est les vendredis soirs, samedi. Beaucoup d'enfants aussi présents, les familles. Moi, je me suis promené beaucoup dans le lobby. Distribuer quelques rondelles pour faire plaisir à des enfants, mais c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Je peux lancer une petite flèche, c'est à peu près 4 fois le nombre de sièges que dans une certaine aréna de la Ligue nationale. Pardon. Oui, ça doit envoyer un message à la Ligue nationale. Là. Ben, en tout cas, j'ai fait un post ou deux Twitter et Facebook et j'ai eu ce commentaire-là en réponse à ce que j'ai fait souvent en disant c'est 4 fois plus que Phoenix fait. Écoutez, c'est dans l'univers, c'est pas caché. Alors, je suis convaincu qu'il y a des gens à la Ligue nationale qui prennent note, c'est sûr. On l'espère. Quand vous avez été nommé président des Alouettes, quelle sorte de mandat pouvez-vous avoir à ce moment? Ben, les Alouettes, c'était un mandat de redressement. Okay. C'était un mandat, effectivement, où, vous le savez, d'abord, les pertes financières, d'un point de vue financier, c'était très difficile. C'était en augmentation de déficit depuis la saison 2014, si ma mémoire est bonne. Donc, 6-7 ans consécutivement. Alors, le premier mandat, c'était de voir quand même comment est-ce qu'on peut redresser ça. Évidemment, tout le monde va vous dire qu'en sport, le meilleur marketing, c'est la victoire. Donc, on a aussi travaillé très fort avec Danny pour avoir une équipe. On n'a pas été une équipe gagnante au niveau de la fiche. On a été 2 saisons de 7-7 et 9-9. Mais on a toujours été très compétitifs, ce qui n'avait pas été le cas depuis les 4-5 dernières années. Et la Ligue, il n'y a personne qui s'est sauvé à part Winnipeg dans les 2 dernières années. Dans l'Est, pardon, personne ne s'est sauvé avec le titre. Ça a toujours été serré jusqu'à la fin. Même cette année, avec 9-9, l'avant-dernier match, si on gagnait les 2 derniers, on pouvait finir premier. Alors, il y a eu de la compétition jusqu'à la fin avec Toronto. Et on a réussi à amener notre première victoire en série depuis 2014, en novembre dernier. Ça fait qu'on a beaucoup de
très, très heureux de ces accomplissements-là. Puis le redressement passait par ça. Puis je pense que les gens ont senti qu'on travaillait en ce sens-là. Alors, ils nous ont bien épaulés. Et puis, le déficit a été coupé de moitié. Donc, je disais toujours une bonne première année d'un plan de 5 ans. On a augmenté les billets de saison, on a augmenté les ventes de billets de 25%. Toutes les loges corporatives, ce qu'on appelle le business club, c'était tout vendu. Alors, les loges ont été plus vendues que jamais au cours des 10 dernières années. Donc, la table est mise maintenant pour M. Pelado et son groupe et d'amener ça encore plus loin. Vous le constatez déjà, j'imagine, juste comment la publicité sur les ondes de Québécois autour des Alouettes est excessivement forte. Alors, ça peut juste aider. Effectivement. Si on a bien compris, la saison dernière, mettons, les Alouettes ont perdu contre Toronto. Toronto, finale de l'Est. Vous étiez encore dans le management, dans l'équipe, c'est ça? Ah, absolument. Je suis parti au mois d'avril. Je suis parti le 6 avril. Ça a été, en fait, je ne sais pas si que vous connaissez de l'histoire ou non, mais il y avait un contexte très particulier avec un propriétaire particulier, là, disons, restons dans ce mot-là, qui n'a pas renouvelé mon contrat à la fin du mois de décembre. Et l'équipe était, dans le fond, les propriétaires, c'était une chicane de famille, et il y a eu, dans le fond, abandon de l'équipe au mois de janvier. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la chicane faisait que Danny était paralysé pour travailler. Fait qu'on a travaillé un peu en coulisses pour aider la Ligue, au fond, à comment on peut régler ça. Et ils l'ont réglé de belle façon en reprenant l'équipe. Donc, ils ont racheté le club. Ils ont sorti ce propriétaire-là, si on veut. M'ont demandé de revenir pour la transition et l'intégration pendant 2 mois. Et j'ai aidé. Pendant ce temps-là, moi, je rencontrais des actionnaires québécois potentiels. Je peux vous dire qu'il y avait 3-4 groupes sérieux, intéressés. La Ligue a choisi M. Pelado. Alors, j'ai aidé ensuite à la transition. Et ensuite, quand Mark Whitman a été nommé, à l'intégration. Passant des meetings avec lui. Alors, j'ai été là. Si vous voulez, je suis revenu à la Saint-Valentin. Donc, du 14 février au 6 avril, j'étais président donc des Alouettes à part entière. Et ensuite, le mois de vacances et l'arrivée en poste le 8 mai avec la LHJMQ. Comme vous nous avez expliqué, hors onde, le mois de vacances était nécessaire pour faire la transition entre les 2 mandats. Oui, c'est toujours un conseil parce que originalement, il faut se rappeler que la Ligue avait annoncé via M. Courteau au mois de décembre que le processus était que le nouveau commissaire arrivait le 1er mai ou juin peut-être, à temps pour assister aux assises avec Gilles toujours en poste. Ça, c'était le plan original. Puis Gilles restait en principe disponible jusqu'au mois de décembre. Alors, tout ça a été chamboulé avec ce qui est arrivé au mois de mars. Alors là, c'est pour ça que moi, c'est précipité 1 mois à l'avance. Donc, ça a changé les plans un peu, mais c'était vraiment nécessaire. Le sport, vous le savez, c'est du 7 jours par semaine. Puis il fallait un peu là, faire part des choses parce que ça a été le dernier 4 mois dans mon cas, au niveau personnel, a été aussi une suite de montagnes russes d'émotions et d'autres. Alors, il fallait prendre un peu le temps à faire une cassure. Effectivement. Là, on va revenir pour les Alouettes. En fait, le travail auprès des fans a porté fruit. La moyenne d'assistance au Stade McGill a grimpé de plus de 4500 spectateurs en 2022, c'est ça. Étiez-vous satisfait, voire fier des résultats obtenus? Ben, je vais toujours les mettre en contexte. On était fiers et satisfaits dans le contexte que c'était une première année d'un plan comme nous on appelait à l'interne, de 3 à 5 ans. Alors, la première année a été accomplie. Alors, oui, on était fiers et contents. On avait renversé la vapeur, en fait, parce que depuis 2015, les assistants ne sont pas arrêtés de baisser. Alors, il fallait vraiment renverser cette vapeur-là. Puis, c'était compliqué parce qu'au début de 21, vous avez entendu plein de choses sur la Ligue canadienne après la COVID. Il y en a qui parlaient de survie, il y en a qui... Alors, on ne savait pas trop qu'est-ce que les habitudes des gens, ça va être quoi quand ils vont revenir, etc. Ils vont-tu vouloir embarquer ou non? Alors, à travers tout ça, là, quand les gens ont embarqué, ont suivi, on a fait des efforts effectivement pour offrir, je faisais des 5 à 7 avec les abonnés de saison, avec des joueurs dans un contexte très intime. Fait que c'était vraiment ça, hein, 5 à 7, une petite période de questions aux joueurs, mais après ça, c'était ils prennent un verre ensemble, posaient toutes les questions un à un.
On a amené 200 personnes sur le terrain avant les matchs. L'accès au terrain était beaucoup plus élaboré qu'après les matchs. Les joueurs sont disponibles, accessibles. Tu sais, on pouvait pas faire de tournée dans les écoles comme on vient de recommencer à faire là, au mois de mars. Moi, j'ai pas pu faire aucun événement communautaire ou à peu près, sauf à Noël un peu. Alors, tu sais, on pouvait pas planifier beaucoup de choses. Alors, on a sauté sur. Mais oui, je pense que dans le contexte, je pense qu'on. Mais je pense que oui, je pense que je vais accepter votre mot. Je pense que le mot que vous me suggérez, fier, on va le prendre. On va le prendre ce soir, tu sais. Parfait, parfait. Vous m'excuserez de la question pas prévue. Tu peux me dire pas si tu veux pas, OK? Mais j'ai été une fois voir les Alouettes, puis la question qui m'a rongé toute la soirée, c'est pourquoi pas un stade pour les. Ben, tu sais, c'est le stade McGill. Pourquoi pas un stade pour les Alouettes, mettons? Ben, en fait, c'est le stade Percival Molson qui Ouais. appartient à l'Université McGill. Mais ça, c'est un long débat. Dans le fond, les Alouettes sont arrivés à McGill en 98 par accident, parce que je sais pas si vous connaissez cette histoire-là, mais les Alouettes, quand est venu le temps de jouer une demi-finale en 97, U2 avait réservé le stade olympique. OK. Et conflit d'horaire, il était arrivé une semaine avant le show. Bref, le stade n'était pas disponible. Alors, c'est comme ça qu'ils ont abouti à McGill et les gens sont tombés en amour avec la vue sur le centre-ville. L'été, c'est merveilleux. La vue sur la montagne. Et c'est resté là depuis ce temps-là. Alors, le stade a été amélioré en mesure où on peut améliorer un stade qui date de 1914, de 1914. Mais c'est plus un stade de pratique auquel les Alouettes ont pensé. Puis il faut voir un peu comment ça va évoluer. Maintenant, on a un propriétaire qui a les reins solides et qui, lui, peut peut-être envisager un jour, avec d'autres partenariats. Tout est dit à Montréal. Tout peut être envisagé, autant un partenariat avec Saputo. Je ne suis pas en train de rien annoncer, je vais être très, très clair, là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes la situation de façon extérieure, tu dis, parce que M. Saputo a manifesté le fait de réinvestir dans son stade, il y aura peut-être là des opportunités que ces gens-là se parlent, puis ça peut mener à autre chose. Mais je vous dirai ceci, les détenteurs de billets de saison des Alouettes, en majorité, pas tous, mais en majorité, adorent le stade Percival Molson. Et il y a aussi, ce que vous entendez peut-être dans les nouvelles, il y a beaucoup de discussions autour de la rénovation du stade olympique. Et si le stade réussit à rendre, si le rêve de rétablir le stade olympique se réalise tel qu'il le souhaite, je peux vous dire que ça va être aussi un endroit à considérer parce qu'ils vont tout l'intérieur. Il faut penser que l'intérieur va être refait au complet en conséquence de football et soccer. Ça, c'est leur souhait. Donc, estrade rapprochée, estrade en angle, pas étendu, vision du jeu partout avec des vitres. Tu vas chercher ton hot dog et ton Coke ou ton Pepsi, tu vois le jeu tout le temps. Tout en dedans serait changé. Alors ça, si ça arrive, ça va rendre le stade une option sérieuse et agréable aussi. Effectivement. Après 3 ans, vous changez de sport, vous remplacez M. Gilles Courteau et vous devenez commissaire de la LHJMQ. La transition se passe bien jusqu'à maintenant. C'est votre 6e journée. Oui, le jour 6, il y a quand même eu, à cause du coulage au mois de mars, on a quand même fait la conférence de presse au mois de mars. Il y a eu quelques rencontres, c'est bien évident. Il y a eu quelques emails qui sont quand même arrivés durant les vacances. Mais oui, ça se passe bien. Je pense que l'équipe a eu le temps de s'habituer au fait que M. Courteau a beaucoup de seniorité avec l'équipe. Donc, des gens qui travaillaient avec Gilles depuis 25, 30, 18 ans. C'est beaucoup quand tu perds un collègue de cette façon-là et un leader par surcroît. Donc, il y a eu comme la période de buffer où ça s'est bien passé. Et là, ben, on est là, très, très bien accepté. Les gens ont le goût d'aller ensemble. Les gens commencent à penser que, OK, c'est correct, on va aussi faciliter une transition, faciliter le changement. On veut maintenant accélérer cette croissance-là aussi. Des choses qui auraient été faites de toute façon. Mais là, on va le poursuivre de façon différente. Je pense que ça va être très motivant.
Comment vous avez su que vous étiez en nomination pour le poste? Vous avez donné votre nom? Oui, en fait, Ouais. c'était le processus annoncé. Ok. Alors moi, écoutez, j'avais la chance, j'ai jamais eu dès que j'ai commencé à travailler, les offres, quand j'ai eu à changer, se sont succédés. Donc, j'ai été très gâté dans ma carrière. Mais là, la Mhm. Ligue avait annoncé un processus. Ok. Alors, quiconque est intéressé devait passer à travers ce processus-là. Je vous dirais que des fois, à mon âge, puis tout ça, tu dis, hey, ça me tente pas un processus, mais j'ai plongé dedans, j'ai dit why not? Et puis travailler avec les jeunes, moi, ça m'interpelle beaucoup. Mhm. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai foncé. J'ai dit, on va mettre l'ego de côté, on va avoir du fun. Puis si ça marche pas, c'est pas grave, on va toujours apprendre quelque chose. Alors, c'est le temps de mettre en pratique ce qu'on prêche souvent, qu'il n'y a pas d'expérience négative, jamais. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai par contre lunché avec beaucoup de monde avant, au mois de janvier. Qu'est-ce que vous en pensez? Mhm. Est-ce que, tu sais, je viens pas du monde du hockey depuis 40 ans, Mhm. mais tu sais, j'avais séquencé sport avant, 91.9 qui est devenu BPM. J'ai géré de fans à Toronto quand il y avait juste une station de sport au Canada. Ok. Donc, j'étais proche du sport. Je connaissais Mhm. ces intervenants-là. J'avais signé Ouais. des contrats avec les Canadiens, avec les Alouettes, avec les Expos même dans le temps de télémédia. Donc, on connaissait cet environnement-là. Je connaissais les joueurs. En ayant fait ces CKC Sport, je connaissais pas mal tous les journalistes de sport aussi. Mhm. 98.5 à Montréal. Donc, tout ça, c'était familier. Mais là, trouvez-vous que le point de vue business, c'est ça. Qu'est-ce que vous cherchez au fond? Est-ce que je réponds à qu'est-ce que vous cherchez? Et on m'a fortement encouragé à foncer. Mhm. Alors, j'ai foncé et de toute évidence, aujourd'hui, si on est là, c'est parce que ça a marché, mais Ouais. ça a été un processus bien, bien fun. Un comité de Mhm. sélection de 7 personnes Ok. où tu fais une courte présentation, puis après ça, je sais pas, j'essaie de me rappeler, mais après 90 minutes de questions Oh. solides. Mhm. Puis ça a été fort éducatif. Très, très le fun. Mhm. C'est bon. Je sais pas si on en a parlé un peu. C'est sûr, ça fait juste 6 jours que vous êtes en poste, mais pouvez-vous expliquer aux gens, en gros, ce que sont les principales fonctions de votre poste? Ben, en fait, d'abord, philosophiquement, là, ce que Mhm. je vous dirais qui est bien important, le commissaire, c'est un peu le gardien de l'image de la Ligue, de l'intégrité de la Ligue. Et là, je parle d'intégrité sportive aussi, de l'équilibre de la compétition. Alors, tout ce qui peut, évidemment, de la santé financière, de la Ligue aussi au sens large. Mhm. Ça, là, en 4-5 branches, c'est l'ensemble de. Donc, assurer un excellent suivi académique, d'abord et avant tout, parce que vous savez comme moi qu'il y a 350 joueurs sur 400 qui feront pas de leur carrière du hockey. Mhm. Ensuite, s'assurer d'avoir la Ligue, le niveau de compétition que l'on a là parmi les meilleurs au monde pour les 16 à 20 ans, que ça continue. Donc, créer une ligue ou un environnement où ce que les jeunes familles québécoises et des maritimes se posent pas de questions. Quand tu es parent d'un enfant de 15, 14, 13 ans et que tu sens qu'il y a un talent pour le hockey, gars ou fille, et Mhm. qui peut un jour aspirer jouer dans le junior majeur, ben notre but à nous, c'est que le choix soit évident. Il n'y a pas à se poser de questions. Je veux jouer dans la LHJMQ. Alors, ça, c'est le rôle au sens plus large. Mhm. Après ça, ben, c'est tout le suivi des comités, suivi avec tu sais, les infrastructures, s'assurer d'un équilibre et de certains seuils, si on veut, de, comment dire, comme des standards Ok. qu'on veut de la Ligue au niveau de toutes les opérations hockey. Euh, Puis de mettre ça dans le plus. Tu sais, c'est un job où tu vas jamais, jamais. Tous ceux qui ont fait ce job-là ou ce genre de job-là, ça ressemble à de la politique un peu. Tu sais, on parle de M. Legault, exemple, qui dit qu'ils ont un triomphe. La CAQ, tu sais, est très forte. Mais il faut Mhm. se rappeler que tu es très fort avec 40% du vote au Québec. Donc, tu as toujours, en partant, en principe, 6 personnes sur 10 contre toi ou qui sont Ouais. pas d'accord avec toi. Alors, on va faire des politiques, les équipes, ça va être, mettons, 12 pour, 6 contre. C'est très rare que tu vas être 18-0, là. Mhm. Alors, tu sais, mais c'est pour ça qu'il faut que les gens, ce qui est important, c'est que les gens soient convaincus
qu'à un moment donné, même si à court terme, ça va contre l'intérêt, mettons, de leur club, que ça va dans l'intérêt de la Ligue à long terme. Ma job à moi, il y a beaucoup de gens, moi, qui s'occupent du quotidien. Ma job à moi, c'est de s'assurer qu'en 2030, en 2027, en 2030, en 2035, comme Gilles a su le faire, la Ligue est encore plus en santé et on continue de grandir tout le temps. Fait que moi, il faut que je me projette par en avant, essayer de deviner un peu ces tendances-là, tout en étant très responsable de ce qui se passe en ce moment. Alors, je sais pas si, écoute, on pourrait répondre à cette question-là pendant 5 heures de temps, mais moi, c'est un peu cette façon-là que je le vois, au fond. OK. Vous allez assurément travailler en collaboration avec Hockey Québec. Êtes-vous optimiste quant à l'avenir des hockeyeurs québécois côté de développement de joueurs? Je pense que oui. Je pense que l'optimisme, je pense qu'on veut toujours travailler plus fort. J'ai hâte de m'asseoir avec Jocelyn Thibault, que j'ai rencontré 2 fois, qui a eu la très grande gentillesse de venir à ma conférence de presse au mois de mars quand j'ai été nommé. On était à la même table dimanche dernier au Gala Midget 3A, M18 3A. Il faut que je fasse attention à la bonne appellation. Puis on s'est dit qu'on doit se voir bientôt. Je sais qu'il y a eu le temps de me communiquer que les inscriptions, qu'il y avait eu quelques années où c'était à la baisse au sens large au hockey au Québec, ça avait repris cette année. C'est revenu en hausse. Donc, je pense que l'attrait du hockey, évidemment, va toujours être là, mais on veut l'avoir au maximum et puis s'assurer que oui, ça continue de grandir absolument. Puis après ça, il y aura toujours un enjeu. Nous autres, ce qu'on veut s'assurer, c'est entre nous, on peut dire, lorsque vous dites ou sous-entendez qu'on souhaite plus de Québécois dans la Ligue nationale, ça, c'est une chose, mais nous autres, on veut plus de joueurs qui proviennent de la LHJMQ. Puis je pense à des Radulov, par exemple, qui a fait une carrière, qui est venu avec les Canadiens, mais qui a fait une grande carrière. Est-ce que c'est un produit de la LHJMQ, même si c'est un Européen? Tout ça, on est à regarder ça. Mais oui, ça va toujours être des objectifs comme Ligue de développement. On veut s'assurer que nos joueurs développent le maximum de leur potentiel. Puis si on fait ça, on va accentuer les chances, effectivement, que ces joueurs-là se démarquent et soient repêchés. Maintenant, je trouve que une chose que je vais essayer de faire, en tout cas, c'est de séduire le plus possible les équipes de la Ligue nationale. Parce que j'entends des histoires en ce moment. Là. Tout ça est à vérifier. Mais on va s'assurer que tous les recruteurs de la Ligue sachent ce qui se passe dans notre Ligue, connaissent les talents de notre Ligue. Puis même ceux, des fois, qui délèguent pas de recruteurs ou qui n'ont pas nécessairement les yeux au Québec de façon facile, on va s'arranger pour leur rendre ça plus facilement. Donner donc, par conséquent, la plus grande vitrine à nos joueurs que l'on peut. Fait que pour le dernier sujet d'autour du filet, okay. Vous avez fait mention de vouloir contribuer au hockey universitaire. Donc, on constate que le développement humain des jeunes est important pour vous. Un bon fit pour le poste que vous occupez. Est-ce un bon fit pour le poste que vous occupez? Oui, bien absolument. Je dirais, c'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, en fait, la façon que je l'ai verbalisé, c'est que là, on a probablement la meilleure ligue de développement à 16 à 20 ans. Et pourquoi pas 16 à 24? Il y a 3 équipes universitaires au Québec. Je pense que si dans les prochaines années, puis ça, encore une fois, c'est des projets qui ont sûrement été discutés avant moi, absolument. Mais moi, je trouvais ça intéressant comme projet parce que la Ligue junior, puis la motivation, c'est que la LHJMQ, essentiellement, si tu as joué dans la LHJMQ, tu peux quasiment dire que si tout va bien, tes études universitaires peuvent être payées à cause des bourses qui sont données par nos clubs. Alors, à partir de ce moment-là, si on est pour investir sur des jeunes cerveaux d'ici, pourquoi pas les garder ici? Puis s'ils peuvent poursuivre leur carrière, parce qu'il y en a des fois qui vont étudier ailleurs, parce qu'ils veulent continuer à jouer au hockey. Puis moi, je viens du football, comme vous le savez, où le football est plutôt universitaire. Tout, en fait, la structure est cégep et collégiale, cégep et universitaire. Ils sont repêchés à partir de ce moment-là. Plus vieux, beaucoup plus vieux que le hockey, effectivement. Alors donc, il y a un côté là où c'est assez naturel, si on veut, de poursuivre cette association-là. Et tant mieux si nos joueurs québécois ou ceux qui ont joué dans la LHJMQ souhaitent poursuivre leurs études universitaires ici. C'est ce qu'on souhaite. Okay.
C'est bon. Fait qu'on va passer à notre chroniqueur vedette, le Jules César du hockey. Le Jules César du hockey. Oh! Jules est encore couché dans son lit, mal au dos. Bonjour, Jules. Bonsoir messieurs, bonsoir monsieur Chekini ou Mario si vous préférez. Bonsoir. Est-ce que je peux faire une courte intervention? Ah, vas-y. Oui, C'est complètement. tellement drôle. Si je pouvais retourner le iPhone de côté, vous verriez mon buste de Jules César qui est devant moi, qui est dans mon bureau. Alors, c'est pas un hasard que le segment s'appelle le Jules César du hockey. Ouais, puis je dois dire que Sébastien, c'est lui qui l'a apporté, je crois. Puis même moi, quand j'ai eu mon premier segment, il me l'avait pas dit. Puis l'introduction est partie, puis j'ai trouvé ça écœurant, pardonnez-moi le québécois, là. Mais je trouve ça incroyable. Puis en tout cas, je veux pas passer trop de temps sur mon segment. Je veux lancer directement. Vous parliez de l'université et autres. Aux États-Unis, c'est vraiment axé sur justement le junior, mais dès les 18 ou 19 ans, c'est rare qu'on va voir des jeunes rester dans la ligue junior, donc la USHL. On va tous les voir aller dans la NCAA. Donc la ligue universitaire. Et en fait, je sais, on en a parlé un peu avant le podcast, puis ça fait 6 jours que vous êtes en fonction, donc c'est normal que vous n'ayez pas pu toucher à tout. Mais il y a la ligue U-Sport au Canada, et qui est aussi au Québec, qui est vraiment une ligue de haut niveau de universitaire canadienne. Puis en fait, je trouve que avec la LCH, donc la Ligue canadienne de hockey, il y a très peu de relations entre ces deux ligues-là. Puis je voulais voir un peu si vous aviez déjà pensé à quelque chose où trouver une manière de faire vous voyez, comment dire, organiser ça pour que le joueur de hockey sort de la LHMQ et ensuite ait encore des chances de percer, de rester avec l'espoir de devenir un joueur professionnel. Parce que je vais prendre l'exemple de la LCH, eux, après 2 ans d'être repêchés dans la Ligue nationale, ils perdent l'éligibilité de leur équipe. Donc, ce qui veut dire que si une équipe de la Ligue nationale repêche leurs joueurs, 2 ans après, ils perdent. Alors que si le joueur choisit le parcours américain, ils ont 4 ans. Même plus que 4 ans s'ils prennent plus de temps avant de rejoindre la ligue universitaire. Donc c'est ça, je voulais voir un peu comment vous alliez faire, peut-être pour faire un amalgame des deux ou pousser les jeunes à rester, à continuer à aller à l'école, puis à garder l'espoir hockey. C'est intéressant parce que ça va un peu en ligne de ce qu'on vient de discuter au fond. Si on multiplie les équipes au Québec, à terme, donc on peut créer notre propre ligue québécoise ici, peut-être avec les Maritimes encore une fois, comme on l'a à l'image de notre ligue. Mais ça va aider, je pense, énormément. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que nous, on compose ce que les gens, des fois, savent pas. Dès moi, j'ai posé des questions dès le début sur ça. Mais tu sais, on doit composer avec des gens qui arrivent de l'extérieur. Donc, des fois, qui veulent poursuivre leur étude à leur façon dans un système scolaire différent, soit Europe ou américain. Après ça, tu composes avec le système scolaire canadien, où dans le fond, c'est une 12e année, si on veut, puis là, tu t'en vas dans les universités tout de suite. Et nous, qui a le cégep entre les deux. Alors, ouais. C'est vraiment pas simple. Puis je dis pas ça comme, c'est pas une excuse, là, mais il y a vraiment un niveau de complexité qui est différent quand il y a plusieurs Américains ou qu'il y a un seul système scolaire quand tu arrives là-bas. Alors ça, c'est un enjeu qu'il faut regarder aussi. Mais tout ce qui est collaboration, c'est très rare dans ma carrière que je refuse d'observer une collaboration. Quand quelqu'un tend la main, moi je suis plutôt tendre la main tout le temps, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Puis on peut arriver au constat qu'on peut pas travailler ensemble, c'est pas grave, on n'est pas pires amis. Mais essentiellement, mon premier réflexe, tout ce qui touche le hockey, tu sais, même si c'est pas mon premier mandat, si je peux aider Hockey Québec, je vais le faire par le leadership que la Ligue peut démontrer. Donc, par conséquent, c'est pas mon premier mandat non plus. Mais comme on paye des bourses à des jeunes, j'aime mieux leur payer l'université pour les inciter encore une fois à rester ici. Puis si on crée des équipes qui restent plus d'équipes ici, c'est mathématique. Là. En place d'avoir, il y a 3 équipes maintenant. En place d'avoir 65 joueurs, si on en fait 3 autres équipes, on aura 130 universitaires qui vont jouer au Québec. Par conséquent, ça va contribuer à ce que le hockey non professionnel, disons ça de cette façon-là, continue de fleurir partout, faire parler de lui, plus les Patriotes qui, pas plus tard que
l'année passée, avait gagné le championnat, donc on a à Trois-Rivières. Donc, on a du grand hockey, du potentiel d'avoir du grand hockey, puis il faut continuer à le faire grandir. Tout en jumelant avec les études, effectivement, va toujours être une priorité, comme j'ai mentionné au début. Mais d'ailleurs, quand vous avez été embauché, si je peux dire le mot là, la première chose qui m'était un peu qui m'était apparu clair, c'était justement le fait que vous veniez du monde du football et que là vous alliez dans le hockey, puis que le football c'est carrément universitaire là, et qu'on voit la plupart des joueurs professionnels avoir un bac ou qui sont diplômés. Euh, Ouais. Puis c'est ça, je trouvais vraiment intéressant le lien de OK, on s'en va dans une bonne direction, mais au final, je voulais savoir que là vous avez eu votre première rencontre avec la Ligue canadienne ce matin ou cet après-midi là aujourd'hui. À quel point, mettons, vous avez, vous, en tant que commissaire de la Ligue junior majeure du Québec, avez un rôle ou comment dire, le pouvoir de changer quelque chose quand c'est la Ligue canadienne. On s'entend que c'est une ligue, c'est comme ils contrôlent les 3 ligues canadiennes juniors. À quel point est-ce que vous sentez qu'il y a comme peut-être un pouvoir un peu départagé, là? Ben, c'est intéressant qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous dites en groupe parce que au niveau de tout ce qui est études, c'est au niveau de la Ligue. La Ligue est décisionnelle Ok. à 100%. La Ligue junior majeure ou Ouais. Ontario ou l'Ouest. Alors ça, la Ligue canadienne ne se mêle pas de ça essentiellement. Ok. Mais quand on parle après ça de l'influence de certaines choses qui peuvent être faites, ben, tu sais, on est 4 assis à table. Alors l'influence va toujours dépendre. C'est à nous à prendre notre place. C'est à nous à s'installer, puis à avoir les meilleures idées, puis à amener tout ce qu'il faut à table pour encourager tout le monde à aller de l'avant. Alors ça, puis nous, les Québécois, de façon générale, on est capable des fois de se démarquer un peu plus parce qu'on a déjà toujours une adversité, un deuxième niveau d'adversité parce on est toujours un peu en minorité, si on veut, dans ce pays-là. Ouais. Puis les anglophones oublient souvent la différence francophone, Mhm. alors que nous, on peut pas rien oublier. Alors, on est toujours conscient des deux côtés. Puis je donne toujours l'exemple très, très fort simple. Je dis, on est habitué de travailler plus fort aussi, puis je les fais toujours rire avec ça parce que mettons, nous, si on fait quelque chose sur notre site web, si on fait quelque chose sur Twitter, ben on le fait 2 fois. On le fait en Ouais. français, on le fait en anglais. Parce que Mhm. l'Ontario, alors avec à peu près le même staff. Fait que notre staff travaille toujours plus fort parce que le vidéo reste le même, mais tout ce qui est écrit, c'est aussi long de le faire 2 fois parce que vous savez que c'est pas Google Translate, là. C'est vraiment Non, non. une notion de, il faut réécrire, il faut faire ce travail-là en double. Alors, donc, généralement, dans ma carrière, même en médias, quand tu travailles à travers le Canada, puis tu es le Québécois autour de la table sur 8 personnes, il faut que tu prennes ta place. Mhm. Puis quand tu apprends, ben, les gens écoutent un peu plus. Alors ça va être à nous de faire notre place là-dessus. Un autre bon exemple canadien, c'est pas mal la seule équipe Ligue nationale qui le fait 2 fois aussi. Ils font français puis anglais leurs affaires sur Twitter. Ah. Ottawa, je pense, les Ah oui. sénateurs font un peu Mhm. d'efforts en français, mais effectivement, il y en a juste 2. Mhm. Il y en a juste 2. Je veux pas aller dans mes opinions politiques, mais je pense que c'est un point encore pour avoir un Québec, un pays. Mais bon, on est sur un podcast de hockey, donc je vais passer au site. Là, je parlais des après la LHMQ, là, je veux juste revenir avant les joueurs des midgets et même juste de le hockey de avant 16 ans. En fait, là, il y a eu le Hockey Québec qui avait comme créé une équipe à l'Assemblée générale ou un groupe qui ont travaillé sur un dossier il y a 1 an à peu près qui avait soumis et que c'était vraiment tout un peu dans remettre des Québécois et des joueurs de la LHMQ dans la Ligue nationale parce qu'il y avait un manque. Justement, on voyait le pourcentage diminuait. À quel point le travail va se faire aussi chez les plus jeunes. Bon, et l'éducation, mais aussi juste repartir un peu l'engouement parce que aussi on le sait avec tout ce qui est sorti sur Hockey Canada de toutes les inscriptions et autres, c'est difficile à vendre des fois pour les parents. Ça peut être un sport qui fait peur. Comment vous voyez ça travailler avec aussi, c'est ça, les programmes plus jeunes? J'ai très hâte. Je disais tantôt que je me suis trempé dans mon premier gala. Puis quand tu vas dans ces endroits-là, puis tu rencontres les jeunes, tu rencontres les parents, tu rencontres les bénévoles, tu Mhm. rencontres les organisateurs, euh, on peut pas faire autrement qu'avoir le goût de les supporter puis de les aider, les heures qu'ils donnent, le travail qu'ils font.
c'est assez admirable. Et pour pas grand-chose en termes de pécunier, là, on s'entend. Là, la plupart, c'est du gros bénévolat. C'est de l'amour du sport, puis ils sont là longtemps. Et les jeunes en santé, les jeunes qui trouvent la façon de réussir à l'école, réussir sur la glace, beaucoup font du bénévolat aussi. Je trouve ça toujours très, très inspirant. Fait que je pense que de ce côté-là, moi, j'ai hâte de travailler avec ce groupe-là. J'ai hâte que ce soit le groupe qui a bâti le rapport ou directement avec Justin Thibault pour Hockey Québec, de voir quelle contribution humblement on peut apporter. Pour moi, ça va être important. Je sais pas jusqu'à quel point on a le temps ou les ressources pour aider. Ça va tout être à découvrir, mais je peux vous dire que tout ce qu'on peut faire, on va le faire. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci d'avoir accepté l'invitation aussi. C'est vraiment c'est un grand honneur, là, surtout qu'on doit être dans les premiers médias. Là. J'ai vu Radio-Canada et tout, mais après sur la bande. Donc c'est très bien. Puis merci beaucoup. Bonne continuation et bon voyage à Halifax demain pour les séries. Merci, Jules. Merci beaucoup. Bye les gars. Oui. Bye bye. Merci. Yes, merci. Toujours intéressant, notre Jules. Fait qu'on va passer tout de suite à la mise en échec. Ça me fait peur un peu. C'est vrai que avec la première question, je ne comprends pas un peu. Ben moi, le nom, je sais pas comment dire, mais pouvez-vous nous parler de Junior Ayou? Oh, vous avez fait vos recherches. Ça, c'est très bon. Ben, Junior Ayou, c'est l'ailier défensif dans les années 70, le numéro 77 des Alouettes de Montréal, qui était à l'époque mon joueur préféré. Moi, j'ai toujours aimé, j'étais un joueur de défensive quand je jouais au football. Et c'est le chasseur de corps arrière, si on veut, pour ceux qui connaissent moins ça. C'était excessivement spectaculaire. C'est un Hawaïen. Okay. Et quand on allait au stade olympique, il y avait toujours, quand on avait besoin d'un blitz ou d'un sac du corps, l'écran géant montrait Junior. Vous savez ce que les Hawaïens souvent sont habillés simplement avec l'espèce de costume en paille. Et puis, ils faisaient la danse du feu. Alors, Junior Ayou, c'est un joueur excessivement spectaculaire qui a joué sous les ordres de Marv Levy, que vous connaissez sûrement, qui a mené les Alouettes à 2 Coupes Grey. En fait, à 3 Coupes Grey, il a gagné 2. Les Bills de Buffalo à 4 Coupes Grey, avec qui j'ai eu l'honneur de souper encore une fois là, 3 semaines durant mes vacances. Alors, c'est Junior Ayou. C'est un des joueurs les plus spectaculaires en défensive de la Ligue dans les années 70. Gagnant de 2 Coupes Grey, ouais. Seb, ça doit être la première fois qu'on a quelqu'un qui est plus fan de football que moi dans le podcast. Ouais. Écoute, je suis dur à battre. Ben, c'est surtout que pour vrai, football, avec le hockey, c'est pas mal mon sport depuis l'année passée, football. Mais j'ai le Patrick Mahomes là c'est débile. Mais ouais. Alors, moi, écoutez, si je donne le téléphone, là, est-ce que vous connaissez Franco Harris? Non. Faites Franco Harris Immaculate Reception sur Google. Vous allez trouver ça tout de suite en 72 sur le dernier jeu du match. Vous avez sûrement déjà vu ce jeu-là. Un jeu complètement manqué. Le ballon revole sur le casque d'un joueur. Il rattrape le ballon. Il a piqué au cadran. Puis les Steelers, puis ils rentrent dans le toucher. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Franco Harris à Pittsburgh. C'est une légende. C'est à cause de lui que j'aime le football. Okay. C'est un gars tout à fait extraordinaire. Malheureusement, décédé maintenant. Mais oui, ça a été... quand vous allez voir ce jeu-là, moi, j'avais 8 ans à cette époque-là, 72. Et c'est ça qui m'a fait aimer le football. C'est un jeu... Donc, j'ai grandi avec Guy Lafleur et Franco Harris et les Steelers. Donc, moi, des années 70, là, 5 Coupes Stanley, 4 Super Bowls et la victoire de Gilles Villeneuve en 78. Ça, c'était ma jeunesse. Alors, c'était des moments de sport très, très effervescents à Montréal. Effectivement, ça devait être assez fou. Je pensais que ça ne me disait rien, mais en fait, mon père me l'avait montré parce que... je suis convaincu. Parce que c'est lui qui a bâti l'épisode aujourd'hui. C'est lui, tu dis, vous avez fait vos recherches et le mérite revient à lui, c'est ça que je veux dire. Fait que ça, tu peux y aller avec la deuxième mise en échec. Avez-vous une anecdote de football à propos du stade olympique ou que ce soit par rapport à un joueur? Ouais. Ben, l'anecdote que j'ai envie de vous raconter, quand j'ai été nommé avec les Alouettes, j'avais raconté que j'allais dans le temps, à une époque que vous connaîtrez jamais, mais il y avait des billets à 4 piastres pour aller en haut au stade olympique. Alors, avec le métro, on pouvait s'y rendre directement.
Alors, j'y allais, ça aussi, c'était une autre époque, parce que j'ai jamais permis à mes deux filles de faire ça. Mais à 10-11 ans, on prenait le métro tout seul. OK. Alors, je partais en métro de la Rive-Sud, on allait au stade directement, on revenait en métro, maman, mon père m'attendaient. Puis au football, il faut savoir, dans ce temps-là, il y avait 59 000, 60 000 personnes au stade olympique. C'était plein. Et le football étant ce qu'il est, il y avait toujours 2-3 gars qui avaient pris trop de bière. Et j'étais tout petit, puis tout le monde se lève debout, puis je me ramassais toujours avec la bière dans les cheveux, sur le manteau. Puis quand j'arrivais dans la voiture, ben, je chantais à la bière. Puis ma mère, mon père pensaient toujours que t'as-tu bu au stade? T'as-tu pris de la bière? Puis non, j'avais jamais pris de bière, mais j'étais toujours éclaboussé. Mais ça venait avec le jeu en ce sens-là, mais au stade à l'époque, c'était électrique. Je veux dire, un stade, j'ai vu des demi-finales de l'Est, tu sais, au fin du mois d'octobre, dans un frigidaire comme le stade olympique, il faisait froid, mais on était habillés jusque-là. Mais il y avait tellement de chaleur, c'était tellement de fun d'avoir un stade plein. Il y a jamais, comme on a vécu à Québec en fin de semaine. Toute aréna qui est remplie, c'est toujours électrisant. Sauf Mais les il y en a Coyotes. eu, écoute. Sauf les coyotes. Sauf les coyotes. Mais ça a été, reste que ça a été. Toutes ces années-là, c'était extraordinaire. Puis ce qui est le fun avec les Alouettes, c'est des joueurs qui étaient accessibles. Puis beaucoup de choses se sont tu sais, des rencontres avec les joueurs, ils venaient dans les écoles, avec les Canadiens aussi. Tu sais, c'était une autre époque, ça, où tout était un petit peu plus facile. La première fois que mon père m'a emmené, je dérive un peu, c'est pas dans le football, mais la première fois que j'ai vu un match des Canadiens, j'avais à peu près 8 ans. Puis dans l'ancien forum, il y avait une passerelle. Donc, entre les spectateurs et le banc, il y avait une passerelle. Tu pouvais marcher là. Et mon père avait manœuvré pour être autour du banc des joueurs au moment de la sortie. Fait que là, les polices arrivent et disent tassez-vous, tassez-vous. Alors, j'étais sur le bord du mur carrément. Tous les joueurs ont passé devant moi. Alors, imaginez-vous à 7-8 ans. D'abord, ils ont l'air des géants. Puis, là, je les avais juste vus à TV. Noir et blanc, TV de 12 pouces, là, on n'est pas comme aujourd'hui. Et j'ai un souvenir aujourd'hui de ça, j'ai des frissons encore pour un garçon de 8 ans. C'était hallucinant. Alors, toute l'équipe va passer devant moi avant d'embarquer sur la glace. Guy Lafleur, Serge Chavard, Robinson, Ken Dryden, c'était hypnotisant. J'en parle encore, c'est vraiment un très, très beau souvenir. Tant mieux. Fait qu'on on en a eu plus que ce qu'on avait cherché. Je parle trop, hein? Je parle trop. Non, c'est parfait comme ça. Mais juste dire, pour l'anecdote au stade olympique, je peux confirmer que mon père parlait bien de cela avec la bière. Parce que, c'est ça. C'est bon. Ses recherches. Avec l'approche du draft puis l'approche de remise du trophée à Gilles Courteau, ça doit être des événements qui vont marquer les prochains mois pour vous? Ouais, en fait, les prochaines semaines, c'est ça qui rend l'entrée en matière très, très particulière. Mais oui, on va être le 8, d'abord le repêchage 10 juin. Ouais. Le premier meeting avec toutes les équipes le 9 juin. Okay. La soirée Gilles Courteau le 9 juin, l'intronisation au temple de la renommée de plusieurs joueurs, joueurs et bâtisseurs, le 8 juin. Alors, 3 jours de meeting en succession là-bas. Entre ça, il faut aller, faut suivre la finale, évidemment. Ouais. Puis après ça, on tombe dans la Coupe Mémorial en souhaitant que Québec ou Halifax se rendent le plus loin possible pour nous. Puis on revient de là-bas le 4 juin, puis tout de suite, on tombe dans ces meetings-là. Donc, ça va être, vous me permettrez l'expression, mais assez rock'n'roll jusqu'à temps qu'on se rende là. Tu sais. Puis après ça, justement, ça peut se calmer un peu au niveau des livrables immédiats. Et là, on va être capable de travailler dans le sens de là, se reculer un peu, puis regarder comment est-ce qu'on saute par en avant de façon accélérée. OK, c'est bon. Fait qu'on va passer à notre segment tir de barrage. Ouh là là. Goaler, t'es faible là-dessus. Là. Il y a eu peur de la POC. Non, c'est plus un jeu d'acteur. OK. Bon, question. Ouais, c'est ça. Des questions à faire. Vous pouvez prendre votre temps pour répondre pareil. Mais fan des Steelers, la question se pose, Terry Bradshaw ou Ben Roethlisberger? Ben Roethlisberger.
Contexte différent. Ben a pas bénéficié d'autant de talent que Terry Bradshaw avait devant lui. Évidemment, jeu beaucoup plus rapide, athlète beaucoup plus système de jeu beaucoup plus évolutif. Je pense qu'il faut aller avec Ben Roethlisberger. OK. Votre moment de sport préféré? Ah, ça, là, c'était 2-3 fois qu'on me le demande. Je pense que j'en ai donné 2-3 différents à chaque fois. Je vous dirais, là, on va rester dans le hockey un peu. Il y a toute sa photo-là avec Franco Harris. Il y a des moments avec les Alouettes, la victoire cette année au mois de novembre, récente, parce qu'on n'avait pas gagné à Montréal une série, un match depuis 8 ans. Je pense quand j'ai vu un forum plein, forum, non pas Centre Bell, avec Pat Lafontaine, quand Jacques Lemaire était coach de Longueuil dans le junior majeur. Moi, j'avais beaucoup aimé Pat et Dale Howard-Chuck. Mais c'est drôle, hein, j'ai envie de vous donner un moment que peut-être les gens oublient un peu. Mais le 6e match canadien-Washington en 2010, où le fameux printemps à Lac, où on était... et c'était inattendu. Piqué Souban qui venait d'arriver avec l'équipe, à Lac qui arrêtait tout. Et quand j'étais au Centre Bell, le 6e match, faisait 2 matchs en ligne, que Alak a arrêté à peu près tout. Je pense qu'il y avait eu plus que 100 lancés en 2 matchs. Et il y avait su une 54 lancés contre lui. On perdait 3-1. C'est devenu 3-2 parce que, en fait, c'est devenu 3-3 à ce 6e match-là. On perdait 3-1. Ça a permis d'égaliser. Canadien gagner 2-1. J'ai jamais vu le Centre Bell. Même, j'ai eu la chance d'être dans le forum à la Coupe Grey de 93, la Coupe Stanley de 93. Okay. J'ai jamais vu le forum comme ça, le Centre Bell comme ça. C'était hallucinant, l'atmosphère, des cris. À partir de 40, 41, 42, chaque arrêt, c'était hallucinant comment le monde était là. Puis après ça, ben, je vous dirais la Coupe Grey 77 des Alouettes qui avait été magique. À cause de tout le Ice Bowl, le terrain glacé, on avait dominé Edmonton. Écoute, le sport a fait partie de ma vie B. J'ai toujours suivi. Je pourrais vous nommer les Super Bowls des Steelers aussi. Particulièrement le dernier, la fameuse passe de Ben, justement, dans les 2 dernières minutes contre les Cards. Un catch. Il a toujours dit qu'il n'aurait jamais dû lancer le ballon. Il y avait 3 Cards là. Et Santonio Holmes qui s'était tiré les 2 orteils dans le terrain, le ballon comme ça, j'ai jamais su comment il a attrapé ça. Dans la loge à Pittsburgh où j'étais, il y a une photo en gros de ça, c'est hallucinant. C'est ça le sport, hein? C'est de l'émotion, c'est rassembleur, ça nous fait pleurer, ça nous fait crier. Je pourrais vous parler du dépassement de Jacques Villeneuve à Gérès contre Schumacher pour gagner le championnat en 97. C'est des moments exaltants. Ça, c'est ça qui rend le sport très, très beau. La façon dont vous l'expliquez, ça donne envie de suivre tous les sports. Parce que c'est parfait, ça. La F1, la course automobile, c'est pas quelque chose que je suis. Le football, je commence à le suivre, puis je comprends les 2 orteils, les bras de même. Incroyable. C'est juste fou. Comme j'ai expliqué, je suis un fan des Chiefs. Cette année, pour le Super Bowl, il y a un gars, il aurait pu faire le touchdown. Mais puis genre, ça rappelait toute sa vie, il expliquait à ses enfants, sauf qu'il a décidé qu'il prenait pour l'équipe, il s'est arrêté, puis après ça, c'est un peu grâce à ça qu'ils ont gagné, là, même. Il a mis tout l'argent sur son botteur pour écouler le temps. Alors, comme le botté était réussi, ça s'avère une bonne stratégie. Il n'aurait pas fallu qu'il manque, par exemple. Non. Mais effectivement, c'est le football de par sa nature. Ça n'enlève rien aux autres sports, mais c'est le sport ultime d'équipe. Chacun a son rôle sur chaque jeu, même si tu es à 100 verges du jeu, tu as ton rôle à jouer. Puis ça, c'est effectivement une très belle démonstration. Ouais. Pour lancer une petite flèche à mon père, fan des Cowboys, une chance qu'on ne donnait pas leur kicker parce que ça... Les Cowboys! De la misère! C'est à toi, Isaac. Ouais, vous regardez un match avec 3 autres personnes de votre choix que vous n'avez jamais rencontrées. Qui sont-ils ou elles? Alors, on va parler d'un match de hockey. C'est sûr que ça aurait été Guy Lafleur à mes côtés. Ça, c'est clair.
Probablement, euh, probablement un gars comme Mario Lemieux, OK. avec une certaine, lui, l'aisance qu'il avait sur la glace ou la vision, il avait toujours l'air, tu sais, comme vraiment très, très en avant. Euh, Puis je dirais peut-être, j'ai envie de vous dire un Michel Bergeron ou un Scotty Bowman. Les OK. coachs de cette époque-là, plein de passion, motivateurs. Et écouter un match avec eux autres, ça doit être assez palpitant. J'ai une question pour vous autres. Vous avez parlé un peu de Mario Lemieux, mais s'il n'y aurait pas eu de blessure comme ça, est-ce qu'il aurait été meilleur que Gretzky? Ben, ça, c'est C'est tellement. de superposition. Mais... Ouais, parce que c'est Ouais. aussi un côté. Je sais pas s'il aurait été meilleur. Est-ce qu'il y aurait eu des meilleures statistiques? Il s'en serait peut-être approché beaucoup plus. Mhm. Wayne, je pense, a bénéficié d'une meilleure équipe autour de lui Ah plus ouais. longtemps que Mario a eu. Mais ceci étant, ça enlève rien à Mario Lemieux. Ah non, non. C'est un joueur extraordinaire. Mhm. Mais probablement qu'il y aurait peut-être eu. Si on met Mario Lemieux Mhm. avec les Oilers, Ouais. les mêmes joueurs avec lui dans les années 80, en tout cas, il n'aurait pas été loin. Non, Il c'est n'aurait ça. pas été loin de battre les records de Wayne Gretzky. Ouais. Mhm. Si je pense peut-être me tromper, mais je pense que Mario Lemieux a un meilleur pourcentage de points par game. Absolument. Ouais. Très bon point. Absolument. Ouais. Ah, mais ce qu'il a fait après son cancer, revenir au jeu au mois de décembre, Mhm. dans deux cas, puis presque finir premier compteur de la Ligue. Puis une fois, je pense qu'il avait justement été obligé d'arrêter de jouer. Il avait manqué 2, 3 mois. Je pense qu'il était encore le premier compteur après 2 mois. Il Ah faudrait ouais. me vérifier. Il n'avait pas joué depuis 2 mois. Je pense qu'il était encore C'est du jamais vu, ça, là. Aujourd'hui, oubliez ça. Là. Oubliez ça Non, c'est ça. aujourd'hui. On a une question en commentaire, je veux juste vous la mettre vite faite. Là. C'est quoi vous pensez du geste des remparts à la famille Taylor? Vous en avez sûrement entendu parler sur les réseaux De, sociaux. non, comment Non, c'est ça? c'est dans le fond, attends, je vais aller rechercher la publication C'est-tu qu'on a eue. le gars qui avait genre du stock d'Halifax parce qu'il vient probablement de là-bas, mais il était genre. Il était sur la glace avec les remparts pendant leur pratique ou quelque Ouais, chose de pendant même. les remparts, Vu qu'il y a une ils petite ont donné la maladie. chance à un joueur. Attends, je vais lire le texte au complet pour pas. Attends, je vais essayer de retrouver le texte. Ça va pas long. J'ai vu ça ce matin, c'est quelqu'un avec je pense une trisomie 21, ça ressemble à ça, peu importe. Je sais pas M'excuse. l'organisation des remparts. Bon, juste après avoir appris que Taylor Long, un véritable mordu, a été victime d'harcèlement de la part de certains partisans au match numéro 2, les remparts ont accepté qu'il y ait à sa pratique. Puis qu'il y ait eu Ah, des- extraordinaire. Ben, vois-tu, c'est ça. Ça, ok, là, c'est ça. mais ça, c'est l'essence de ce que le sport est aussi. Mhm. D'être rassembleur, Ouais. de se foutre de ces différences-là. Le respect de nos fans aussi. Ça donne une leçon à ceux qui se sont moqués, à ce que je comprends. Il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a pas de tolérance pour ça. Je suis pas surpris qu'une organisation de la classe des remparts, puis que les joueurs qui sont toujours accessibles aussi, embarquent là-dedans. C'est juste, ça, c'est l'essence. Ça me touche au cœur. Je suis content que vous me l'appreniez. Très fier que les gens de notre ligue fassent ce genre de choses-là. Avez-vous le temps de regarder les matchs de la Ligue nationale? Si oui, le gagnant de la Coupe, selon vous? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Eu le temps de regarder. Cette année, je dois vous dire, pour la première fois depuis longtemps, j'aurais aimé ça, Toronto ou Edmonton, qui passe un peu, parce qu'il est temps qu'on ait une coupe au Canada, là, même si ça fait chauvin un peu. Mhm. Mais là, j'ai l'impression que là, on va savoir à soir si ça se peut qu'on se retrouve en demi-finale de l'Ouest avec deux équipes qui ont exactement, je pense, 8 ans de vie commune. Ouais, Je pense ouais. Vegas, ça fait 6 ans, Seattle, 2 ans. C'est assez incroyable, là. C'est assez Ah ouais. incroyable ce qui se passe là. Mhm. Je pense que j'ai vraiment pas de favori, si ce n'est que peut-être que je vais aller du côté du Berdo. Et puis voir un peu où ça va venir tout ça. Mais Vegas a quand même bien fait aussi. 3 participations en demi-finale, une finale depuis 6 ans. Il mérite peut-être Ouais. de se rendre jusqu'au bout, là. En tout cas, plus que la Caroline ou la Floride, là, me semble que. Puis que Seattle remporte ça serait incroyable. Là, Ça je veux serait dire, fou. Fait que peut-être un petit fait pour Vegas qui en ont mis aussi beaucoup sur le spectacle puis qui ont
Ils ont rajeuni cette ligue-là jusqu'à un certain point. Alors, peut-être un petit fait pour Vegas. Ok. Ah, ça me fait mal au cœur parce que moi, j'étais full pour Rollers, puis hier. Ah ouais, c'est Non, triste. c'est ça. Non, puis c'est pas, de ne pas continuer à avoir McDavid. Non. Ça aurait été le fun d'avoir Matthews, Marner, Tavares, McDavid, Draisaitl dans une finale toute canadienne. Ah, moi, je rêvais à ça. Je l'avais écrit. Ouais. Ça aurait été beau. On s'est permis, ça aurait été extraordinaire, mais bon. Ben, c'est pas ça qui est arrivé. Savez-vous, je me suis fait ouvrir par. J'ai écouté une chronique BPM Sport. Là. Toronto ne peuvent pas gagner la Coupe avant les Canadiens parce que maudit qu'on se pas dire. Les partisans, on va en manger tout. Ouais, mais sauf que là, ils l'ont pas gagné depuis 53 ans. Depuis ce temps-là, je pense qu'on a gagné 7 ou 8. Alors, il faut quand même qu'ils se lèvent de bonne heure avant de rire de nous autres un peu. Là, ils sont rendus dans plus que le demi-siècle. Là. Nous autres, ça fait 30 ans, il faut faire attention. Mais c'est ça, ça fait 53 ans qu'ils sont en attente là-bas. Là, je pense que vous avez répondu un peu tantôt, mais serez-vous à Kamloops à la fin du mois pour la Coupe Memorial? En principe, oui, on va être là les 4-5 dernières journées. Il y a des dossiers qui me retiennent au Québec un peu jusque-là. Je ne serai pas là dès le début. Okay. Mais à partir du 29 ou 30, je pense qu'on va être sur place. Il y a quelques meetings, puis on va être là pour encourager les équipes à partir du mercredi. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Mario. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être venu. Ça fait une belle heure qu'on vous retient. Merci de m'avoir invité. Ça a été fort plaisant. Merci beaucoup et bonne continuité. Merci. Bonne soirée. Yes, très intéressant. Ah, ouais. C'est pas n'importe qui. C'était bon, maudit. Effectivement. Ouais. Je voulais remercier Maxime Blouin, c'est le gars que j'ai parlé avec pour avoir réussi à avoir Mario Cecchini, je le dis bien. Encore merci Maxime, je ne sais pas s'il va écouter, mais sérieusement, c'est très intéressant et très smart de ta part d'avoir accepté ça. Tu voulais-tu dire d'autres choses ou on rentre notre chroniqueur? Je peux rentrer. Yes, laisse la parole à notre chroniqueur. Salut, boys! Hey, mon John, ça va bien? Ouais, toi? T'es capable d'aller bien quand les Rollers ont perdu, toi? Eh boy, ouais, mais c'est vrai, hier, j'avoue que j'étais déçu. Hey, là. John, Zach, là, Claude met la vidéo. Sébastien. Hey. Ils ont quand même passé les Kings, ça. Ils ont quand même passé les Kings, ça. C'est vrai. Comme je l'ai dit hier, ton niveau en prédiction est aussi bon que ton niveau en anglais. Même en anglais, je pense que je suis meilleur un peu. Yes, Johnny, de quoi tu voulais nous parler? J'aimerais parler des 5 choix du repêchage 2023. Yeah. Je sais qu'à soir aussi, j'aimerais parler de la prédiction Dallas-Seattle. Selon vous, c'est qui va gagner et passer en finale de la Ligue? Je mettais Dallas en finale contre Boston, mais j'ai un faible pour Kraken. Depuis que je les écoute, on dirait que cette équipe-là me surprend. OK. Pour le talent, je pense que je peux pas dire, mais pour le cœur, je vais y aller avec Seattle. OK. Moi, honnêtement, j'ai un petit fait pour Seattle, moi aussi. Okay. Je pense qu'ils vont affronter Vegas en finale de l'Ouest. Je sais pas, je sens que ça va être ça. Hier, tu nous as dit que tu avais une bonne impression, je sais pas quoi, les Oilers ont quand même. J'aimerais parler des 5 premiers choix du top 5 du repêchage. Je sais que Chicago, on sait bien qu'ils ont des bonnes chances de repêcher Connor Bedard. Je pense qu'ils vont vraiment repêcher Connor Bedard. Ouais, ils n'ont pas des bonnes chances, ils vont le faire. Ils vont le faire, c'est sûr. Honnêtement, je pense que Chicago, ça a été un bon choix pour aller le chercher. Au début de tout, j'avais fait une drôle de réaction, mais finalement, ça a été quand même bon. Ouais. Si Chicago joue bien leur carte, ils vont être bons pour bâtir une équipe autour de lui. C'est sûr qu'en même temps, j'avais checké un peu les prospects qui avaient été repêchés à Chicago. Ouais. Je sais qu'il y avait Kourachev qui avait été repêché par Chicago là, une couple d'années qui fait l'alignement de Chicago.
C'est sûr que ça va être un attaquant de profondeur. Ouais. Je sais qu'aussi, j'avais remarqué aussi une chose avec les autres joueurs générationnels, avec Connor McDavid puis Sidney Crosby, c'est que peu de temps avant ou en même temps, ils ont souvent un joueur qui avait été repêché dans l'ombre du joueur générationnel. Ça, c'était un an avant. Mais il y avait souvent un défenseur à caractère offensif qui avait été repêché aussi dans le trio. Parce que on avait vu avec Sidney Crosby, on avait Malkin, on avait Le Temps. Avec Edmonton, on avait Nurse puis Draisaitl avec McDavid. Je sais qu'aussi, on avait Frank Nazar et l'autre, je pense, c'était je me rappelle plus son nom. Oui, quelque chose de même. Mais honnêtement, je sais que j'avais vu ses stats. Je sais qu'il avait connu des saisons offensives. Fait que si ça peut aider Chicago pour l'avenir, ça pourrait être bon. Je sais que Frank Nazar, je ne sais pas s'il va devenir un Draisaitl ou un Malkin, parce que vu qu'il avait connu des saisons offensives du côté des juniors, j'ai hâte d'avoir pour ça. Fait que Chicago, leur avenir, c'est quand même assez prometteur du côté de l'organisation. Frank Nazar, c'est lui qui a été dans l'échange à 3 équipes avec Montréal puis Islanders, dans le fond. Ouais, ça se peut. Ouais, je sais qu'il avait été sélectionné 13e au total. Ouais, c'est ça, c'est le choix des Islanders. Puis Korchinski, c'est. Ah non, c'est pas lui qui a gagné. Je pense que c'était lui qui a gagné le titre de défenseur dans sa ligue, mais non, c'est Anaheim qui ont les trois ligues avec le meilleur défenseur. Ok, ça se peut. Luno puis Pavel Mintyukov. Ouais, drette ça. Ok, ouais, ça se peut très bien. Je sais que du côté des Ducks, je pense que finalement, c'est bien que les Ducks n'aillent pas repêcher Connor Bedard parce que du côté des Ducks, ils ont quand même des bons jeunes. Surtout en Trevor. Moi, j'aurais été content pour les Ducks. Ah, moi aussi, j'aurais été content pour les Ducks. Au moins, c'est pas Columbus. Ah ouais, moi aussi, je voulais pas que Columbus compte ça, moi non plus. Honnêtement, les Ducks, je sais qu'ils ont quand même des bons prospects, surtout en Trevor Zegras, Troy Terry, Nathan Gaucher aussi qui va s'en venir, même à la défensive aussi, Tristan Luneau, Drysdale aussi, même aussi dans les buts, Lucas Dostal. Moi, honnêtement, mon choix, je pense que ça serait Michkov. Mon choix ça serait plus mon opinion. Parce que je sais que Michkov, ils ont un contrat KHL. Ouais, jusqu'en 2026. Ouais, jusqu'en 2026. Honnêtement, ça va permettre aux Ducks de monter un peu. Puis aussitôt qu'il va commencer dans la LNH, ben là, c'est sûr qu'il va connaître des saisons offensives avec les Ducks. Puis c'est sûr que Anaheim vont être contender pour la Coupe. Ouais. Moi, j'ai confiance qu'ils ne prendront pas, puis que ça va être les Canadiens. Je vais expliquer après, continuer à parler, John. OK, pas de trouble. Je sais qu'il y a Columbus. Quand je pense à Columbus côté repêchage, je pense à Adam Fantilli. Ouais. Je sais pas, on dirait qu'il y a un bon fit avec Columbus, je pense. OK, ouais. Il y aurait un bon fit. En même temps, si ça peut permettre un peu à débloquer Columbus, ça pourrait être bon. Si l'équipe reste en santé du côté des Blue Jackets, ça donnerait un petit plus parce que oui, on a connu une mauvaise saison cette année, mais ce qui nous ont tués, c'était les blessures. Ouais, effectivement. Mais j'espère, par exemple, que leur reconstruction va porter fruit parce que je sais que je me rappelais, il y a une vingtaine d'années, il avait essayé de bâtir une équipe autour de Rick Nash, puis ça n'avait pas marché, hein? Non, pas en tout. Non, pas en tout, là. Fait que j'espère qu'ils ne feront pas la même erreur du côté de Columbus. On dit qu'ils ont des bons jeunes. Je ne sais pas c'est quand que ça va débloquer. C'est ça, là. Le 4e choix, je pense que c'est les Sharks. Oui, c'est les Sharks. Moi, honnêtement, mon choix, ça serait Leo Carlson. OK, puis nous autres, on a Will Smith à Montréal. ouais, Will Smith à Montréal. Ouais. Honnêtement, Leo Carlson, c'est sûr que c'est un centre. Peut-être aussi des 4e choix peut aider l'équipe. Là.
Je sais que du côté des Sharks, ils n'ont pas de prospects beaucoup. On se fiait souvent avec les vétérans auparavant, puis les Sharks, c'était supposé être fort avec les vétérans, avec l'ajout de Carson, de Barnes, de Thornton et vice-versa. Il y en a plein d'autres. Parce qu'il avait été chercher Erik Karlsson pour gagner, pour être aspirant pour les grands honneurs, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Ils ont fini dans le bas fond du classement. Puis Ottawa, ils ont repêché qui? Tim Stutzle. Ouais. C'est quand ça a donné tout le monde est parti que Carlson il explose. C'est ça. Puis peut-être aussi si Leo Carlsson connaîtrait des bonnes saisons, puis que les Sharks se montraient, peut-être ça permettrait à Erik Karlsson d'éviter de demander des transactions. Ouais, parce que ça se voit que ce joueur-là, il demande beaucoup de transactions. Le seul problème, c'est qu'il vaut cher comme contrat. Oui. C'est ça. Puis le dernier choix du côté du Canadien de Montréal, Will Smith. Moi, il y a une chose, par exemple, j'espère qu'il ne donnera pas de claques à la gueule. Ça dépend. Nos gars, non, mais Maple Leafs, c'est juste ça qui mérite. Maple Leafs sont ou peut-être Boston, ouais, fait que... Vu que c'est une rivalité. Honnêtement, Will Smith, je le connais pas beaucoup, mais si ça peut aider le Canadien avec le draft comme choix, puis Montréal le fait développer, ça pourrait être bon pour l'avenir du Canadien de Montréal. Montréal, ils ont des bons prospects qui vont progresser. Fait que c'est ça qui est bien du côté de Montréal. Yes. Puis, c'est quoi votre finale, vous autres, avec les équipes qui restent? Puis votre gagnant de la coupe? Vas-y, Zach. Moi, je tiens juste à dire, on avait fait un truc avec Sylvain, juste moi qui n'est pas encore en vie, avec le 15. Caroline. Mais là, Quelqu'un va-tu gagner la coupe avant Montréal? Ben écoute, il n'y a pas juste Kéké. Non, je sais. Ouais. Oh, ouais. Fait que toi, c'est Caroline, ouais. Toi, ça reste à ta prédiction. Ouais, je pense Caroline, comme ça, on a un choix plus bas. Avec ce choix-là. Quoi? J'ai dit, passe une fois, je me range en arrière de toi, pour une fois. Ouais, ça, c'est quoi j'allais dire? Ah oui, comme ça, on a un choix plus bas pour les Canadiens, avec ce choix-là, Ethan Gauthier. Pas juste parce qu'il est québécois, parce que c'est un magicien sur la patinoire. Du côté de l'Ouest, j'aime pas Vegas, puis on sait pas encore c'est qui va affronter. Non. Mais peu importe, je pense que je vais prendre pour l'autre équipe. Ouais, bienvenue dans le club, man. Ouais, toi aussi, ça va être... ouais. Ben, honnêtement, dans l'Ouest, je pense que ça va être le gagnant soit entre Seattle ou Dallas qui va passer en finale. Oui, Vegas, ils ont eu une bonne équipe. Je pense pas que Vegas vont passer le gagnant du deuxième tour entre Seattle ou Dallas. Parce que tu vois que Seattle, si c'est Seattle, je pense que ça va être une bonne série entre ces deux-là. C'est sûr que ça va être une série de draft d'expansion très récemment. Si c'est Dallas contre Vegas, ça va être un rematch 2020. La dernière fois, c'était Dallas qui avait gagné en 5. Il avait perdu en finale la Coupe contre Tampa Bay. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va jouer entre ces deux-là. Comme tu dis, Zach, moi aussi, j'aime pas Vegas. Fait que... Une affaire aussi, c'est que pour la finale de l'Ouest, il y a une de ces deux équipes-là qui viennent de sortir de 6 matchs contre la force offensive des Oilers, qui est McDavid et compagnie. Ben, McDavid, Draisaitl et compagnie. Tandis que, mettons, c'est Seattle. Je veux pas dire juste du mal de Dallas, sauf que c'est pas McDavid, Draisaitl et compagnie. C'est autre chose. Effectivement. Ben, c'est vrai qu'avec Dallas, il y avait aussi Ottinger aussi qui connaissait des saisons offensives, par exemple. Chez Coussi. T'as-tu dit offensive? C'est qu'il avait connu une saison offensive. Ottinger, c'est le goaler. Hein? Non, Robertson. Ah, Robertson, ok. T'as dit Ottinger au début. Ah, excuse-moi. Désolé. Ottinger, ouais, c'est vrai. Ottinger, il est quand même solide dans les buts, par exemple.
Oh, c'est bon. Puis dans l'Est, honnêtement, j'ai un petit fait pour Floride, pour vrai. J'aurais un petit faible. Honnêtement, gagnant de la Coupe, j'aimerais bien ça Floride qui gagnerait la Coupe. Parce que je vais vous dire la raison pourquoi. Pendant la saison morte, on a tellement ri de Belgido en disant que c'était un cave, surtout avec la transaction de Huberdeau pour Ketchuk. Puis tu le verrais soulever la Coupe Stanley, qu'auparavant, il a paru pour un cave, que finalement, il a gagné la Coupe Stanley. Hein. Ouais. Ah oui. Non. Parce que je sais que je me rappelais. Ton son est coupé. Ça sonne pas bon. Ça veut peut-être dire que tu dis de la merde. Non. Ok, c'est bon. Jamais contre un ketchup. Écoute, Ah? ketchup. Tu gages jamais contre un ketchup. Pourquoi je l'ai dit? Non, c'est ça. Honnêtement, ça serait drôle aussi. Voir Matthew Ketchuk suivre la Coupe Stanley à Calgary aussi. Ça, j'aimerais ça, par exemple. Qui aille à Calgary lever la coupe. Ouais. Ça serait juste. Hey, ça ferait chier les fans des Flames. Ouais, mais tout c'est parce que t'es bias pour Oilers. Non. D'après moi, ça serait classless faire ça. Là. Il vient pas de là-bas. S'il venait de là-bas, je comprendrais. Sauf que c'est un petit peu classless tant qu'à moi. Honnêtement, il y a une chose que j'ai trouvé drôle, par exemple, du côté de Floride, c'est que l'année passée, se sont bâtis une équipe pour essayer d'avoir une Coupe Stanley. Pendant le off-season, ils ont perdu des éléments comme ça se peut pas. Tu vois Floride en finale de l'Est, alors que l'année passée, ils avaient perdu en 4 en deuxième ronde contre Tampa Bay. Non. Drôle de coïncidence, hein? Non, c'est sûr. Mais tu sais, quand une équipe se booste, ça fait pareil comme Rangers cette année. Exactement. Non, c'est ça. T'as pas besoin des gros noms pour te rendre loin pour la Coupe Stanley. Effectivement. Yes. Merci, John, pour ton segment. C'était très intéressant. Ah, il n'y a pas de trouble, même. Merci. Bon, ben, salut, boys, là, n'importe quand, là. Yes, sir. J'ai reçu un message de Mario encore. Merci, les gars, une belle heure. Bravo. Fait que, il est très content de l'entrevue qu'il a faite avec nous. Merci à Claude aussi d'avoir fait les questions. Sérieusement. On va parler un peu dans le mille. Là. Claude, si tu veux mettre un peu l'affiche. Demain, ils reçoivent JP Claude de Nashville, le scout. Un 30 minutes, d'après moi, qui va avoir tellement de sujets à discuter. J'ai de la misère à croire qu'ils feront pas plus que 30 minutes. Ouais. Dans nos commentaires, on a un certain Back on Road, un certain Danny qui regarde tout le temps. Qui nous a dit Yes sir les boys. Que je suis content d'entendre ça qu'il nous regarde. Juste que sur StreamYard, bon Danny, il va falloir être accepté que StreamYard diffuse ton nom, comme ça on va voir ton nom, parce que là il a fallu que j'aille voir sur mon ciel c'était qui. Mais merci de nous écouter. Quand tu veux, on te ramène. Je vais parler un petit peu du concours vite fait. C'est jusqu'au draft que Zach sera pas là encore. Non, c'est jusqu'au draft que Zach sera pas là, c'est je le dis encore. Okay. C'est le premier prix, c'est un gilet du gagnant de la Coupe Stanley avec le tag de la Coupe Stanley du joueur que vous voulez. Puis le deuxième, un article de sur la bande. Que ce soit un gilet hoodie ou casquette, case de cellulaire, peu importe. À venir bientôt des émissions spéciales, le repêchage de la LHJMQ. On va avoir des chroniqueurs avec nous, avec moi, plus. Ça qui va être à son bal. Ouais, balle de finissant. Le 10 juin. Ça commence à 10h, mais je pense pas qu'on étire ça jusqu'à 5h. Ça me surprendrait très bien. Le prochain invité, tu vas faire la première. Ouais, première, deuxième maximum, je te dirais. Même l'année passée, la première, ça a été très long. Non, l'année passée, c'était à distance. C'est ça qui était ça, puis une autre raison que je vais dire tantôt. Non, c'est bon. Puis pour l'invité, je vais attendre un peu. Je ne vais pas tout de suite. Non, j'attends une autre confirmation. Mais je vais annoncer l'autre, Danny Sabourin, qu'on va recevoir mercredi prochain. Un ancien gardien. Jeudi prochain. Danny Sabourin. Il a été gardien dans la LNH pour Penguins, Vancouver, une coupe d'équipe, Boston aussi. L'autre que tu nous as déjà parlé, c'est la date qui manque? Ouais, ben j'attends sa réponse. J'ai écrit tantôt pour la date exacte, là, parce que j'avais qu'une date, mais
J'attends pour la date exacte, mais c'est sûr qu'il va Ça va être faire. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'on l'avait déjà annoncé aux autres podcasts, mais je ne veux pas m'en avancer encore plus. Je pense que non. On n'a jamais... Ben, t'as jamais voulu le dire. Non. Je pense que je l'ai jamais dit. OK. Là-dessus, je pense qu'on va vous laisser y aller. Un bon 1h20 d'écoute. J'espère que vous avez du fun. Puis on se dit à demain pour ceux qui écoutent dans le mille. Faut pas manquer ça. Yes, sir! Puis les gars, si vous écoutez Jules et Renaud, j'espère que vous restez. Ben non, là, c'est Jean-Philippe qui a dit qu'il avait juste 30 minutes. C'est correct, c'est bon. Ciao. Ben, réinvitez-le. Hein? Ouais, ils vont le réinviter, inquiète-toi pas, ça, c'est sûr. Sûrement après le draft, là, ça sera un sujet intéressant. Yes. Bonne soirée. Salut!